Certains enfants ne sont pas simplement abandonnés. Ils sont effacés des souvenirs, des documents, de l'amour. Mais la vérité a un cœur qui bat. Et parfois, elle frappe plus fort que le silence. C'est l'histoire d'une femme revenue d'entre les morts. Non pas par vengeance, mais pour ses filles. D'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Restez avec moi. Vous devez entendre ça. La pluie martelait le pare-brise lorsqu'Edith s'arrêta sur le bord de l'autoroute déserte. Ses mains tremblaient sur le volant, non pas à cause du vent froid de novembre, mais à cause de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Sur la banquette arrière, les jumelles Nelly et Marie, 3 ans, étaient assises tranquillement. Leurs yeux noirs étaient écarquillés de confusion, serrant leurs ours en peluche usée. « Sors », dit Edith sans se retourner. Sa voix était à peine audible à cause de la tempête. Les filles ne bougeaient pas. Elles ne comprenaient pas. J'ai dit « Sors ». Cette fois, sa voix s'est brisée, quelque part entre le désespoir et la cruauté. 6 mois s'étaient écoulés depuis la crise cardiaque soudaine de leur père, Jeff. 6 mois depuis que le monde d'Edith s'était effondré, la laissant seule avec 2 enfants qui n'étaient pas de son sang ou des enfants qui lui rappelaient, chaque jour, la femme que Jeff avait aimée avant elle. La femme qu'on lui avait annoncée morte. Edith avait épousé Jeff 3 ans auparavant, alors que les jumeaux n'étaient que des bébés. À l'époque, elle se disait qu'elle pouvait les aimer comme les siens. Mais la mort de Jeff a mis fin à toute prétention. L'argent de l'assurance couvrait à peine les funérailles. Edith était criblée de dettes. Jonglant entre 2 emplois pour pouvoir conserver le petit appartement qu'ils considéraient comme leur foyer. Chaque matin, elle regardait Nelly et Marie et voyait le visage de leur mère. Elena. Même dans la mort, Elena la hantait dans leurs yeux, dans leur voix, dans les paroles de Jeff pendant son sommeil pendant les premiers jours de leur mariage. Murmurant le nom d'Elena avec une tendresse insupportable. « Tu n'es pas à ma place », murmura Edith en se tournant enfin vers les jumeaux. « Tu n'as jamais été à ma place. Ton père est parti. Et je ne peux pas. Je ne ferai plus semblant. Tu seras toujours indésirable. » Les jumeaux se regardèrent, puis la regardèrent, toujours incapables de comprendre ce qui se passait. Edith sortit de la voiture, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle ouvrit la porte arrière et sortit les filles, une par une, les posant sur l'asphalte mouillé. La pluie trempa aussitôt leurs fines vestes. « Quelqu'un te trouvera, dit-elle, sans savoir si elle cherchait à les convaincre ou à se convaincre elle-même. Quelqu'un qui te désire. » Elle sortit 2 billets de $20, presque tout ce qui lui restait, et les glissa dans la petite main de Nelly. « Accroche-toi à ça. Ne lâche rien. » Alors qu'elle retournait vers le siège conducteur, Marie cria « Maman Edith, où vas-tu » Edith se figea en plein pas. L'espace d'une fraction de seconde, elle faillit se retourner. Mais elle s'est alors souvenue de la demande d'assurance vie refusée, de l'avis d'expulsion sur la table de sa cuisine. De la montagne de factures et de la visite de l'assistante sociale la semaine dernière, celle qui posait trop de questions. « Je ne suis pas ta mère, dit-elle sans se retourner. Je ne l'ai jamais été. » La portière de la voiture s'est refermée en claquant. À travers le rétroviseur, Edith vit les filles debout sous la pluie, se tenant la main. Leurs yeux la cherchant toujours, toujours confiante. Elle hésita. Son pied planait au-dessus de la pédale d'accélérateur. Puis elle a appuyé dessus. Et il est parti. Les laissant derrière lui sur l'autoroute 92, à 30 miles de la ville la plus proche. Ce qu'Edith ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas la seule à observer les jumeaux. Plus tôt dans la journée, une assistante sociale nommée Carmen Lewis rentrait chez elle après une affaire difficile lorsqu'elle a croisé une voiture en panne garée au bord de la route. Elle s'est retournée pour l'aider. Mais la voiture avait disparu. Quelque chose dans cette scène lui restait gravé dans la mémoire. L'image de ses filles, trempées et immobiles, la hantait tandis qu'elle rentrait chez elle. Elle avait clairement vu le visage d'Edith. Et il y avait quelque chose en lui, un désespoir mêlé de culpabilité qui réveillait l'instinct de Carmen. Cette nuit-là, assise à sa table de cuisine, Carmen a pris une décision qui allait tout changer. Elle a pris le téléphone et a appelé la police de l'État. Ici Carmen Lewis, des services de protection de l'enfance. A-t-elle dit lorsque le centraliste a répondu. Je dois signaler un possible abandon d'enfant. J'ai un lieu et un numéro de plaque d'immatriculation. Pendant ce temps,
dans une aire de repos à 15 miles de là, le routier George Nelson terminait sa pause obligatoire lorsqu'il entendit des pleurs étranges et perçants. Pas seulement tristes, mais creux et désorientants. Le genre de sentiment qui vous fait mal au cœur avant même d'en voir la source. Prenant sa lampe de poche et son imperméable, George se dirigea vers la tempête. Ce qu'il a trouvé le hantera pour toujours. Deux petites filles, trempées jusqu'aux os, se serrant l'une contre l'autre dans le noir. Pleurant leur papa. Pleurant leur maman Edith. « Salut les petits », dit doucement George en s'approchant d'eux. « Tout va bien. Vous êtes en sécurité maintenant. » Nelly leva les yeux vers lui. Son regard, bien trop sage pour un enfant de 3 ans, le rencontra avec une clarté déchirante. « Maman Edith a dit que quelqu'un nous trouverait », murmura-t-elle. George sentit sa poitrine se serrer. Il avait vu beaucoup de choses difficiles en 23 ans sur la route, mais rien de tel. Il prit les filles dans ses bras et les transporta jusqu'à son camion. Il alluma le chauffage au maximum et les enveloppa dans des couvertures de survie. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Je m'appelle Nelly, et voici Marie », dit la plus bavarde. « Nous cherchons notre papa. Mais maman Edith dit qu'il est au paradis maintenant. » George hocha la tête, déglutissant difficilement. « Où habitez-vous ? Connaissez-vous votre adresse ?» Les filles se regardèrent et secouèrent la tête. Elles étaient trop jeunes. Tout ce qu'elles savaient, c'est que leur père était parti dès que la femme qu'elles appelaient maman les avait abandonnées dans la tempête. George a appelé le 911. Sa voix était pleine d'émotion lorsqu'il a signalé les enfants abandonnés. En 30 minutes, Carmen Lewis s'est rendue au relais routier, alertée par la police. Quand elle a vu les jumeaux, quelque chose en elle a changé. Elle avait traité des centaines de dossiers de protection de l'enfance. Mais il y avait quelque chose chez ces filles, ou peut-être leur façon de s'accrocher les unes aux autres, peut-être le silence dans leurs yeux qui les blessait plus profondément que d'habitude. « Salut les filles », dit doucement Carmen en s'agenouillant à côté d'elle. « Je m'appelle Carmen. Je suis là pour vous aider. » Marie leva les yeux vers elle. « Tu vas nous emmener voir notre papa. » Carmen expira lentement, choisissant ses mots avec soin. « Je vais t'emmener dans un endroit sûr et chaud. Ensuite, on verra le reste ensemble. » Alors qu'elle les chargeait dans sa voiture, Carmen remarqua quelque chose dont elle se souviendrait plus tard très bien. Nelly serrait toujours les 2 billets de $20 humides et autour de son cou, un collier délicat avec un pendentif qui semblait avoir appartenu à leur mère. Cette nuit-là, Carmen a déposé son rapport et placé les filles en famille d'accueil d'urgence. Mais même après avoir rempli les papiers, une sensation tenace persistait. Il ne s'agissait pas simplement d'un cas d'abandon. Il y avait plus. Jeff et moi nous sommes rencontrés il y a 7 ans. Je travaillais comme traductrice dans une clinique médicale lorsqu'il est arrivé après un accident de chantier. Nous sommes tombés amoureux. Nous nous sommes mariés et avons eu des jumeaux quand j'avais 27 ans. Elle s'arrêta et Carmen remarqua l'ombre d'une vieille douleur vaciller sur son visage. Pendant leur première année de vie, nous étions heureux. Jeff était un bon père. Un bon mari. Mais ensuite, mon ex-petit ami, Joseph, est sorti de prison. Carmen se pencha légèrement. C'était le premier véritable indice de ce qui avait pu conduire à la disparition d'Elena. Joseph était violent. J'avais porté plainte contre lui 2 ans avant de rencontrer Jeff. Il a été condamné à 3 ans de prison pour agression. À sa sortie, il m'a retrouvé. Il a dit qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer, que je lui appartenais. La voix d'Elena se réduisit à un murmure. Il a menacé de faire du mal à Jeff et au bébé si je ne revenais pas vers lui. As-tu parlé des menaces à Jeff? J'ai essayé. Mais Joseph était intelligent. Il ne me menaçait jamais quand Jeff était là. Il se présentait à l'épicerie, au parc, toujours quand j'étais avec les jumeaux et toujours quand j'étais seul. Il connaissait mon emploi du temps. Mes habitudes. Il m'a clairement fait comprendre que si j'appelais la police ou disais la vérité à Jeff, ma famille en paierait le prix. Carmen hocha la tête, reconnaissant le schéma effrayant. Harcèlement, manipulation, guerre psychologique. Que s'est-il passé ensuite? Joseph m'a lancé un ultimatum. Il m'a dit qu'il avait trouvé un emploi à Phoenix et qu'il voulait que je disparaisse avec lui. Sinon, il tuerait Jeff et ferait passer ça pour un accident. Il m'a même montré des photos de Jeff au travail. Il avait des plans détaillés du chantier.
Il connaissait le quotidien de Jeff mieux que moi. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre. Regardant le parking comme si elle pouvait voir le passé se rejouer là-bas. J'avais deux choix, rester et regarder mon mari mourir, ou disparaître et laisser ma famille penser que j'étais morte. Joseph m'a promis que si je partais avec lui, il laisserait Jeff et les jumeaux tranquilles pour toujours. Il a dit qu'il mettrait en scène ma mort de manière si convaincante que personne ne viendrait me chercher. Comment a-t-il fait? Elena se tourna vers Carmen, ses yeux brillants de larmes retenues. Il y avait un sentier de randonnée à environ 80 km de chez nous, près d'une rivière aux rapides dangereux. Joseph avait tout prévu. Il a laissé ma voiture au départ du sentier. A éparpillé quelques vêtements le long du sentier, et a jeté mon sac à main et ma carte d'identité dans la rivière. Il a même laissé une lettre de suicide, écrite de ma main. Il volait des échantillons de mes écrits depuis des mois. Carmen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu as écrit une lettre de suicide? Il m'a forcé à le faire. Il a dit que si je ne le rendais pas crédible, il s'en prendrait immédiatement à Jeff. La note disait que je souffrais de dépression postpartum et que je ne pouvais plus supporter d'être mère. C'était un mensonge. Mais Joseph savait que cela paraîtrait plausible, car j'étais fatigué, dépassé par les jumeaux. Et Jeff le croyait. Le visage d'Elena s'est décomposé. L'équipe de recherche et de sauvetage a retrouvé ma voiture, mes vêtements et le mot. Ils ont fouillé la rivière pendant 3 jours. Mais ils n'ont jamais trouvé de corps. Le courant était trop fort. Ils ont dit que les corps tombés dans la rivière n'avaient jamais été retrouvés. Elle s'essuya les yeux. Jeff a identifié mes affaires. Il a dû organiser mes funérailles tout en s'occupant de jumeaux de 2 ans. Carmen commençait à saisir toute l'ampleur tragique de la situation. Alors, tu es avec Joseph depuis 3 ans? En enfer pendant 3 ans, corrigea Elena. Il nous a déménagés à Phoenix comme il l'avait dit, mais rien n'a changé. Il était toujours le même homme autoritaire et violent. J'étais sa prisonnière. Il surveillait tous mes faits et gestes. Il contrôlait nos finances. Il m'isolait. Je n'avais pas le droit de travailler. Je ne pouvais pas avoir d'amis. Je ne pouvais même pas aller faire les courses seul. Pourquoi ne t'es-tu pas échappé plus tôt? Elena laissa échapper un rire amer. J'ai essayé 2 fois. La première fois. Il m'a trouvé dans les 6 heures et m'a cassé 2 côtes. La deuxième fois, il m'a montré des photos récentes de Jeff et des jumeaux. Il les avait observées. Il a dit que si jamais j'essayais de repartir, il reviendrait et finirait ce qu'il avait commencé. Carmen sentit son sang-froid professionnel s'effriter. Elle avait vu de nombreux cas terribles. Mais la cruauté calculée du plan de Joseph dépassait tout ce qu'elle avait pu rencontrer. Qu'est-ce qui a changé? Comment as-tu réussi à t'enfuir? Joseph a commis une erreur. Il y a 3 mois. Il a été arrêté après une bagarre dans un bar. Les accusations étaient graves. Il risquait une véritable peine de prison. Pendant son incarcération, j'ai eu une chance. Elena ouvrit un dossier et en sortit une épaisse pile de documents. J'ai passé ces 3 mois à rassembler tout ce que je pouvais. J'ai trouvé le garde-meuble où il conservait des photos de Jeff et des jumeaux, des copies de la fausse lettre de suicide, des enregistrements où il avouait avoir mis en scène ma mort. J'ai également trouvé des documents prouvant des années de fraude financière. Il avait utilisé mon identité pour commettre des crimes. Tu es allé à la police? Non, je suis allé au FBI. Il m'avait emmené au-delà des frontières de l'État. Usurpation d'identité. Fraude. Enlèvement. Le FBI était très intéressé. Mais d'abord, je devais prouver que j'étais vraiment Elena Smith. Et non pas une complice dans un complot. Carmen a examiné les documents qu'Elena avait présentés, certificat de naissance, licence de mariage, dossiers médicaux, dossiers dentaires, et même des échantillons d'ADN conservés. Le FBI a tout vérifié. Joseph fait maintenant face à des accusations fédérales qui le condamnent à la prison à vie. Mais cela a pris des mois. Pendant ce temps, j'étais en détention préventive. Je ne pouvais pas joindre Jeff ni les jumeaux avant d'être sûr que Joseph ne pouvait pas leur faire de mal. Alors tu essayais de les retrouver? Le visage d'Elena s'assombrit. Le jour de ma libération, je suis allé à notre ancienne maison. Elle était vide. Depuis des mois. Je suis allé sur le chantier de Jeff.
Et c'est là que j'ai découvert. Elle avait du mal à respirer. C'est à ce moment-là que j'ai appris que mon mari était décédé d'une crise cardiaque, il y a 6 mois. Carmen tendit la main par-dessus le bureau et lui serra doucement la main. Je suis vraiment désolé. Je pensais avoir tout perdu. Que j'avais sacrifié mon mariage, mes enfants, pour rien. Maintenant, Jeff était parti et je n'avais aucun moyen de retrouver Nelly et Marie. J'ai passé des semaines à les retrouver. J'ai finalement trouvé Mike, un collègue de Jeff. Il m'a dit que Jeff avait épousé une femme nommée Edith et peu après ma mort. Est-ce que Mike savait ce qui était arrivé aux jumeaux? Il a dit qu'Edith les avait accueillis après le décès de Jeff, mais qu'il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Il m'a donné sa dernière adresse connue, mais quand j'y suis allé. Les voisins m'ont dit qu'elle avait déménagé depuis des semaines et qu'elle devait un loyer. Pas d'adresse de réexpédition. Elena se leva à nouveau, faisant les 100 pas. Sa voix s'élevant avec désespoir. Je perdais la boule. J'ai engagé un détective privé avec mes dernières économies. Il n'a pas réussi à retrouver Edith ni les filles. Mais il m'a suggéré de suivre l'actualité. Il m'a dit que l'abandon d'enfants faisait parfois la une des journaux. Carmen retint son souffle. Les pièces du puzzle se mirent en place. Et tu as vu l'histoire. J'ai vu leur visage aux infos. Mes bébés ont tellement grandi, mais je les connaissais. Le journaliste a dit qu'ils avaient été abandonnés par leur belle-mère. Edith. La voix d'Elena devint dure. Cette femme a pris mes enfants à la mort de Jeff. Et quand elle n'en a plus voulu, elle les a jetés comme des ordures. Elena, tu dois comprendre quelque chose. Edith a dit aux jumeaux que tu étais mort. Elle leur a fait croire qu'elle était tout ce qu'ils avaient. Je sais. Et je comprends. Ça aurait été plus facile de les quitter, de croire que personne ne viendrait les chercher. Elle aurait pu faire comme si quelqu'un d'autre s'en souciait. Carmen étudia le visage d'Elena. Le chagrin. La rage. Et la fragile lueur de l'espoir. Que veux-tu qu'il se passe maintenant? Je veux récupérer mes filles. Je veux les serrer dans mes bras. Leur dire que leur mère n'a jamais cessé de les aimer. N'a jamais choisi de les quitter. Je veux qu'ils sachent que tout ce qu'ils ont enduré était dû au fait qu'un homme dangereux menaçait leur famille, et non parce qu'ils n'étaient pas désirés. Ils sont maintenant en famille d'accueil. Ils ont vécu un traumatisme. Ils auront besoin de temps. Ils n'étaient que 2. Ils ne se souviennent pas de toi. Elena hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Je sais. J'y pense tous les jours depuis 3 ans. Je sais qu'ils ne s'en souviendront pas, mais j'espère qu'ils apprendront à m'aimer à nouveau. J'espère pouvoir être la mère qu'ils méritent. Carmen regarda les documents, puis la femme revenue d'entre les morts littéralement pour récupérer ses filles. Elena, il y a autre chose. Edith n'a pas fini. Elle essaie de contacter les familles d'accueil et de demander à récupérer les jumeaux. Elle dit qu'elle a fait une erreur. Les yeux d'Elena s'enflammèrent, la fureur d'une mère surgissant de 3 années de silence. Elle a eu sa chance. Elle les a abandonnés sous la pluie. Maintenant. Elle va apprendre ce que l'on ressent, quand quelqu'un que l'on croyait parti pour toujours revient pour reprendre ce qui a été volé. Mais alors qu'Elena se préparait à la bataille juridique à venir. Ni elle ni Carmen n'auraient pu imaginer. Edith était sur le point de faire un dernier geste désespéré. Un qui mettrait tout le monde en danger, y compris les jumeaux. Je ne comprends pas, dit Edith, les jointures blanchissant tandis qu'elle agrippait le bord du bureau. Jeff a organisé ses funérailles. Nous nous rendions sur sa tombe chaque année à l'anniversaire de sa mort. Thomas sortit un épais dossier. Madame, je pense que vous devez vous préparer à des vérités difficiles. Selon le rapport du FBI, Elena Smith n'était pas morte. Elle avait été forcée de disparaître par un ex-petit ami violent qui avait menacé de tuer sa famille si elle n'obtempérait pas. Depuis 3 ans, elle était retenue captive, vivant dans la peur et le silence. Edith contemplait les documents, l'esprit en ébullition. Si Elena était en vie, si elle avait été forcée de partir, alors tout ce qu'Edith croyait à propos de son mariage était un mensonge. Jeff ne l'avait pas choisie plutôt qu'Elena. Il pleurait une femme qui luttait pour sa vie. Qu'est-ce que cela signifie pour mon cas? Demanda Edith à voix basse. Cela signifie, répondit gentiment Thomas, qu'Elena Smith a le droit de demander la garde de ses enfants biologiques. Et franchement,
madame, est, compte tenu des circonstances de votre affaire. Un juge sera probablement extrêmement compréhensif à son égard. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Elena était assise dans le bureau calme de Leona Cole. Une avocate spécialisée en droit de la famille qui avait accepté de prendre son cas bénévolement après avoir entendu son histoire. Elena, je veux que tu comprennes que ça ne va pas être simple, dit Leona d'une voix calme mais ferme. Légalement, vous avez été déclaré mort. Nous devrons procéder à l'annulation de cette déclaration avant même de pouvoir entamer la procédure de garde. Combien de temps est-ce que cela prendra? Normalement, cela prendrait des mois, a admis Leona. Mais compte tenu des circonstances inhabituelles et de l'implication du FBI, j'espère que nous pourrons accélérer le processus. Cependant, le plus grand défi sera de prouver que vous êtes apte à élever vos enfants après 3 ans d'absence. Un nœud familier se serra dans l'estomac d'Elena. Que veux-tu dire? Le tribunal exigera des preuves, a déclaré Leona. Que vous soyez psychologiquement stable, financièrement capable et capable d'offrir un environnement sûr et stimulant. Vous devrez subir des évaluations psychologiques, fournir des justificatifs de revenus et de logement. Et démontrer que vous disposez d'un système de soutien. J'ai déjà trouvé un emploi, au centre médical où je travaillais. Ils ont accepté de me reprendre une fois le problème résolu. Et je suis suivi par un thérapeute spécialisé dans le rétablissement post-traumatique. Leona hocha la tête. C'est bien. Et le logement? Je suis actuellement dans un motel pour un long séjour, dit Elena. Mais j'ai économisé suffisamment pour un acompte. J'ai cherché des appartements près de bonnes écoles. Ça va aider, dit Leona. Puis son expression s'assombrit légèrement. Mais il y a autre chose. Edith demande également la garde des enfants. Elle prétend avoir commis une erreur et être la seule mère que les jumelles aient jamais connue. Elena serra les dents. Elle les a abandonnés sur l'autoroute. Elle les a laissés sous la pluie avec seulement $40. Je sais, dit Leona d'une voix ferme. Et ça jouera en notre faveur. Mais prépare-toi. Elle va prétendre que tu es un inconnu pour les enfants. Qu'ils se sont liés d'amitié avec elle ces 3 dernières années et qu'ils ne se souviendront pas de toi. Le lendemain, Elena est arrivée au foyer d'accueil du comté pour sa première visite supervisée avec Nelly et Marie. Carmen Lewis, une assistante sociale bienveillante, s'était portée volontaire pour animer les retrouvailles. Les jumeaux jouaient avec des cubes dans une pièce ensoleillée aux couleurs chaudes lorsqu'Elena entra. L'espace d'un instant, elle resta figée, s'imprégnant de leur vue. Ils étaient bien plus grands que dans ses souvenirs. Leur visage était plus défini, leur énergie et leur personnalité vibrantes et distinctes. Nelly. Marie, dit doucement Carmen en s'agenouillant à leur côté, je veux que vous rencontriez quelqu'un de très spécial. Voici Elena. C'est votre maman. Les jumeaux levèrent les yeux, curieux mais sur leur garde. Nelly, toujours la plus audacieuse des deux, pencha la tête et parla franchement. Nous n'avons pas de maman. Notre papa est parti au paradis. Et maman Edith ne voulait plus de nous. Elena s'agenouilla lentement à leur hauteur, les yeux remplis de larmes. Je sais que tu ne te souviens pas de moi, ma chérie. Mais je suis ta première maman. J'étais là quand tu es née. Marie se rapprocha de sa sœur, une lueur d'incertitude dans le regard. Tu vas nous quitter aussi? Non, ma puce. Je ne te quitterai plus jamais. Avant, je ne voulais pas partir, j'y étais forcé. Mais je me suis battu chaque jour pour revenir vers toi. Elena ouvrit son sac à main et en sortit délicatement un petit album photo. Veux-tu voir des photos de toi quand tu étais bébé? Les jumeaux échangèrent un regard. Puis Nelly hocha prudemment la tête. Elena tourna la page vers la première page, une photo d'elle dans un lit d'hôpital, berçant 2 minuscules nouveau-nés. C'est toi, Nelly. Et toi, Marie, murmura-t-elle. Vous êtes nés à 2 minutes d'intervalle. Et vous étiez les plus beaux bébés que j'ai jamais vus. En feuilletant les pages, Elena leur racontait des histoires. Leurs premiers pas, leurs premiers mots, les jeux qu'ils aimaient tant. Lentement, quelque chose changea. Pas vraiment un souvenir, mais une étincelle de reconnaissance. Tu as les mêmes yeux que nous, murmura Marie en tendant la main pour toucher le visage d'Elena. Oui, oui, dit Elena en souriant à travers ses larmes. Et tu as le sourire de ton père. À la fin de l'heure,
Les deux filles étaient assises à côté d'Elena, la laissant leur lire une histoire. Au moment de partir, Nelly surprit tout le monde en la serrant fort dans ses bras. « Est-ce que tu reviendras demain » demanda-t-elle. « Tous les jours où j'en ai le droit » promit Elena. Mais alors qu'Elena sortait de l'établissement, elle ne savait pas que de l'autre côté de la rue, Edith était assise dans une voiture garée, observant à travers des jumelles, son expression s'assombrissant à chaque minute qui passait. Edith suivait Elena depuis 3 jours. Essayant de comprendre comment la femme qu'elle avait pleurée, la femme dont elle avait visité la tombe, était revenue réclamer les enfants qu'Edith avait fini par considérer comme les siens. Ce soir-là, dans son studio exigu, Edith était assise au milieu de documents juridiques et de factures impayées. Elle avait déjà emprunté de l'argent à sa sœur pour payer un avocat. Elle était désormais en retard sur son loyer et s'enfonçait dans la spirale des dettes. L'ironie ne lui échappa pas. Elle avait quitté les jumeaux parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper d'eux et maintenant elle se ruinait en essayant de les récupérer. Mais ce n'était plus une question d'argent. Depuis le jour où elle avait laissé Nelly et Marie sur cette autoroute, Edith était hantée. Des cauchemars en son sommeil. Elle revoyait leur visage sur chaque enfant qu'elle croisait. Entendait leur voix résonner sur les balançoires vides et les bancs du parc. La culpabilité la rongeait. Et elle s'était convaincue que récupérer les jumeaux était le seul moyen d'arranger les choses. Elle a pris le téléphone et a composé un numéro qu'elle avait mémorisé mais qu'elle n'avait jamais utilisé. « Inspecteur Nelson, ici Edith. J'ai des informations sur l'affaire Elena Smith que je pense que vous devez connaître. » George Nelson, le chauffeur du camion qui avait retrouvé les filles, était resté impliqué. La police lui avait demandé de témoigner lors des audiences pour la garde des enfants, et il avait accepté, souhaitant s'assurer que les jumelles trouvent un foyer sûr. Quel genre d'information? Madame ? Je pense qu'Elena Smith ment, a déclaré Edith. Je pense qu'elle a abandonné ses enfants, comme tout le monde l'a toujours dit. Maintenant. Elle se sert de toute cette histoire du FBI pour étouffer l'affaire. George fronça les sourcils. Il avait lu le dossier du FBI. Il était complet et corroboré. Quelle preuve avez-vous? Jeff me racontait des choses, dit rapidement Edith. Il disait qu'elle était instable. Qu'elle menaçait de le quitter, lui et les jumeaux. Qu'elle parlait de disparaître après leur naissance. Même si c'était vrai, répondit George, cela ne change rien au fait que vous avez abandonné ces enfants sur une autoroute. Sa voix se brisa. Mais tu ne comprends pas? Si Elena a vraiment choisi de partir, alors elle ne vaut pas mieux que moi. La seule différence, c'est que je suis revenu. George raccrocha, perturbé. Edith cherchait désespérément des solutions. Mais son désespoir le troublait. Les gens coincés dans les coins ont fait des choses imprévisibles. Et son instinct avait raison. Le lendemain matin, alors qu'Elena se préparait pour sa deuxième visite, elle a découvert que quelqu'un s'était introduit dans sa chambre de motel. Rien n'a été volé. Mais ses documents ont été dérangés et une note a été laissée sur son oreiller. Certains secrets sont mieux gardés. Quittez la ville avant de détruire ce qui reste de la mémoire de Jeff. Elena a immédiatement appelé la police. Mais ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale, ni aucune preuve tangible. Les caméras de sécurité du motel avaient été désactivées pendant la garde de nuit. Alors qu'elle se dirigeait vers l'établissement, un frisson la parcourut. Dans son rétroviseur, une voiture familière s'attardait aux toujours 3 véhicules derrière. Elle était suivie. Et Edith ne se contentait plus de regarder. Elle planifiait. Elle avait passé une nuit blanche à arriver à une terrible conclusion. Si Elena Smith disparaissait à nouveau cette fois définitivement, il n'y aurait plus personne pour contester sa demande de garde. Et cette fois, elle s'assurerait absolument qu'Elena ne revienne jamais. Lorsque la moto rouge a été repérée près de la base des gorges du Rio Grande, les agents qui sont intervenus ont dû utiliser des jumelles depuis un belvédère à proximité pour confirmer son emplacement. Le terrain était impossible pour une équipe au sol. Donc l'unité d'aviation a été appelée. Le lendemain matin, un hélicoptère noir Bell 47 est apparu au-dessus du canyon, transportant un officier tactique et un plongeur de la police. Le plongeur a été descendu dans la rivière turbulente et a travaillé à travers la boue et les débris pour attacher le vélo en vue de son extraction. Quelques instants plus tard, la moto BMW rouge émergea de la rivière, une épave boueuse suspendue dans les airs. C'était le vélo de Francesca Sullivan.
Mais la découverte a apporté plus de questions que de réponses. Le vélo a été emmené au laboratoire criminel de Santa Fe. Les tests ont montré qu'il n'était resté dans la rivière que pendant moins d'1 an et non 6. Il n'y a eu aucune éraflure sur la route ni aucun dommage dû à un accident. Au lieu de cela, le vélo a montré des signes d'une chute verticale d'une grande hauteur. Reyes a sorti une carte. Le pont voisin se dressait à 650 pieds au-dessus de la rivière. C'était clair maintenant. Quelqu'un avait jeté la moto du pont. Ce n'était pas un accident. C'était une élimination calculée. L'affaire non résolue de Francesca a été replacée en enquête pour homicide. Lors d'un démontage complet de la moto, un fragment de carte pliée a été retrouvé à l'intérieur de la boîte à air. Il a marqué une ville isolée dans le nord du Nouveau-Mexique. À seulement 2 heures du canyon. Reyes a mené une recherche multi-agence dans la région, mais rien n'a été trouvé. Puis, quelques semaines plus tard, un professeur de géologie a trouvé un os dépassant d'une berge fraîche en aval. Les restes correspondaient à l'âge et à la taille de Francesca ainsi qu'à une fracture unique de la clavicule datant de son enfance. Il n'y a eu ni coup de feu ni blessure au couteau. Mais sa mort a été qualifiée d'homicide. Son corps avait été retrouvé. Son meurtrier n'avait pas. L'affaire reste ouverte en attendant une confession ou un indice perdu dans l'immensité silencieuse du Nouveau-Mexique.